Bonsoir. Merci de me passer la parole, Pada. Je me présente déjà. Je suis médecin effectivement à Saint-Denis-de-la Réunion, Sainte-Clotilde. Et j'ai grandi à La Réunion depuis que j'ai 5 ans. Mais je suis né à Pondichéry. Et donc je suis de la deuxième génération, puisque ce sont mes parents qui sont arrivés dans les années 60 à La Réunion. Et donc je suis médecin là-bas et je suis aussi le président de la communauté indienne de La Réunion. L'association s'appelle Tamil Sangam. Donc ceux qui connaissent un peu le Dibabali à La Réunion, ben, je suis celui qui a lancé le Dibabali à La Réunion, ainsi que les grandes festivités culturelles. Donc là, on fait une petite pause du côté musical pour faire une petite, même à la rigueur, une discussion entre nous, parce qu'il ne s'agit pas de faire, de débiter une présentation, c'est plutôt pour un échange d'informations entre nous. Et quand Radha m'a demandé, voilà, bon, il faudrait qu'on organise cette manifestation en Inde, donc il m'a demandé de trouver les interlocuteurs à Pondichéry. Et comme je viens pratiquement tous les 6 mois ici, donc j'essaie de trouver quel interlocuteur. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le professeur Suresh même. Et à partir de là, les deux associations ont pris contact et ont travaillé sur le projet. Et lui, Radha, parce que comme il est d'origine indienne, tamoul, humoriste, et il tenait beaucoup à organiser cette manifestation à Pondichéry, parce que ça lui rappelle un peu tous ses ancêtres, toute cette lignée là-bas. Et c'est aussi un peu aussi dans mon militantisme culturel, c'est un peu ce que nous faisons aussi à La Réunion. Et seulement le sujet, comment aborder, parce qu'en fait, on veut parler de la culture du pays où on est, enfin, de la province où on est, c'est-à-dire la culture tamoule, puisque le pays s'appelle Tamil Nadu, Pondichéry est une enclave, bien sûr, qui est aussi un territoire d'union. Il y a la culture dravidienne, donc millénaire. Il y a aussi le passé français et un peu du présent de Pondichéry. Mais hier, notre professeur de Nice a tellement bien parlé de toute cette historique que je n'ai pas grand-chose à ajouter, ou bien au contraire, j'ai appris plein de choses hier dans cette présentation. Après, il y a aussi nos îles de La Réunion, de l'île Maurice, qui ont eu aussi toutes ces influences indiennes de l'océan Indien, toute cette histoire commune avec Pondichéry. Donc là aussi, on a envie de parler de ça aussi. Mais souvent, c'est des choses tellement riches, tellement complexes. Donc j'ai dit, quel est le fil conducteur que je vais trouver pour pouvoir présenter toutes ces thématiques-là. Et après, je me suis dit, les thématiques, ça peut être finalement ma propre suivi, c'est-à-dire ma propre lignée, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait, comment je suis arrivé à La Réunion, comment mes parents ont quitté ici, puisque vous savez donc il y avait une administration française à Pondichéry dans les années, jusqu'aux années 50-60. Et après, mon père, lui, était, souvent on n'aime pas dire cette profession-là, mais il était inspecteur des impôts. Il était inspecteur des impôts dans l'enclave de Pondichéry. Et donc il y avait pas mal de trafic, d'alcool entre la partie Tamil Nadu, la frontière, et à la frontière pondichéryenne. Et donc il y avait d'alcool de Pondichéry qui partait à Tamil Nadu parce que l'alcool est moins cher à Pondichéry, etc. Donc ce qui fait qu'il y avait les douaniers, les inspecteurs des impôts, tout ça veillaient à ce qu'il n'y ait pas à taxer tous ces... je ne connais pas beaucoup de choses, mais en tout cas, voilà un petit peu, on appelait ça à l'époque les contributions indirectes. Directes et indirectes. Et c'est là que dans les années 60, il a été muté en 68 à La Réunion. Il y avait certains qui ont été, ceux qui ont été les anciens fonctionnaires, parce que l'administration s'est indianisée. Il y a eu une période transitoire. Et donc même le traité de rattachement, et ça des années 59 à ce niveau, mais il y avait une période transitoire très longue pour que l'administration s'indianise. Et donc ces anciens fonctionnaires qui ont
qui ont été au lycée français, au collège français ici. Il y avait même une école de médecine à Pondichéry à l'époque coloniale, à ce niveau. Mais tous ces anciens ont été passés des concours, comme en France métropolitaine, et ils étaient des fonctionnaires de l'administration ici. Et donc, quand Pondichéry a été rattaché, ces Pondichéryens ils se sont retrouvés dans une situation difficile. Soit ils prenaient une retraite anticipée. Mon père à l'époque devait avoir, je sais pas, 30 ans, 32 ans comme ça. Et soit ils prenaient une retraite anticipée en disant, ben voilà, ben c'est fini la carrière française, parce que Pondichéry s'est rattaché à l'Inde. Donc ils touchaient une maigre pension. Et soit ils venaient et ils étaient mutés en France. Mais beaucoup de Pondichéryens ne voulaient pas trop aller en France parce qu'ils n'aimaient pas trop le climat en France. Il faisait trop froid, ils sont habitués à ce climat, et ils ont envie de manger des végétaux, des légumes bien tropicaux, et là-bas on ne trouve pas tout ça. Et donc ils préféraient donc prendre une retraite anticipée. Et alors donc finalement, son fils, c'est-à-dire moi, il me voyait plutôt finalement, il faudrait que je m'adapte, non plus dans la situation française, mais à la nouvelle Inde. Et donc vous mettre dans une école indienne. Alors que lui, il a passé l'école française. Donc il s'est dit, ben voilà, on ne le mettra pas dans une école française comme lui l'a été, on va le mettre dans une école indienne. Et il demande sa démission. Puisqu'il va prendre sa retraite, il faut démissionner pour prendre sa retraite. Et quand il a pris sa retraite pour rester ici définitivement, ben, il attendait sa première retraite, je ne sais pas, dans les 20 € par mois, quelque chose comme ça. Même pas. Il attendait sa retraite, mais pendant 1 an, il attendait. Ben, sa retraite ne venait jamais. Donc ils étaient là ils ont abandonné le travail, ils ont laissé tomber le travail de fonctionnaire tout le temps. Et ils attendaient la première retraite et ça ne venait pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, pendant 1 an, ça ne venait pas. Et c'est là que certains ont dit, ben oui, ceux qui ont demandé à être transférés, mais certains ont eu les Antilles ou la Réunion. Et là, les gens entendent parler de la Réunion ici, dans ces années-là. Qu'est-ce que c'est la Réunion? C'est où ça? On connaît la France, mais on ne connaît pas la Réunion. Mais la Réunion, c'est une petite terre française. L'avantage là-bas, c'est que il fait aussi beau que... pas beau comme aujourd'hui, mais il fait un climat tropical. Il y a beaucoup d'Indiens là-bas. Il fait chaud, il fait très très bon. Il fait beaucoup chez nous. On trouve le bateau Moron. Vous connaissez le bateau Moron? Bateau Moron, c'est... voilà, bateau Moron, les légumes, tout ce qu'on trouve en Inde, on trouve à la Réunion. Et il y a des temples, il y a une communauté hindoue, tout ça, donc on ne serait pas trop dépaysé. Donc finalement, ils ont fait marche arrière, mais ils ont demandé à l'administration française à Paris de les réintégrer et de les muter à Paris, à la Réunion. Et c'est comme ça que tout d'un coup, finalement, on m'a mis dans une petite école primaire indienne, et je ne parlais pas un mot de français. Et c'est comme ça qu'on a atterri, nous, à la Réunion, à l'époque, en avril 67, dans le vieux aéroport de l'époque. Et donc, voilà. Donc, ce qui fait que finalement, je ne parlais pas un mot de français, je ne comprenais rien à la classe. J'étais trop vieux pour me mettre en maternelle. Et on ne peut pas me mettre aussi dans une classe équivalent à mon âge. Donc il fallait mettre 2 ans de retard scolaire que j'ai traîné jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà un petit peu ma situation. Et c'est comme ça que finalement, après le bac, il y avait la première année de médecine à La Réunion. Et après, on a passé le concours de PCM, donc j'étais à Marseille, parce que ça dépendait de la faculté d'Aix-Marseille. Et donc après, j'étais avec le service du professeur Charpin à l'époque, et à Marseille, donc à Timone, conception, etc. Et après, finalement, je me suis rendu compte que peut-être que j'ai réussi dans mes études, mais finalement, qu'est-ce qui me reste de cette indianité? Il ne me reste pas grand-chose. Je n'ai pas connu l'Inde, je n'ai pas connu Pondichéry.
J'ai complètement été obnubilé par tout ce qui est un peu culture française. Je chantais toutes les chansons de Francis Cabrel par cœur, mais je ne connaissais pas du tout la culture tamoule. Et c'est là que, après mes études de médecin français, je me suis dit que peut-être que le seul moyen de rétablir un lien, c'est de se marier ici. Et donc, je me suis abstenu, je me suis contrôlé pour ne pas me marier sur place. Donc, résister à toutes les tentations et de pouvoir venir se marier à Pondichéry. Donc, ce qui fait que j'ai une épouse d'ici. Donc, ce qui fait que ça m'a permis de garder des liens familiaux, affectifs, parce que de côté de mes parents, il y a plus grand monde. Et donc, côté ma femme. Et après, je me suis rendu compte que toute la population tamoule de la Réunion, ben, elle vivait comme elle vivait au 19e siècle. Nous vivions, même si on est français, même si on a une condition matérielle confortable, mais au niveau culturel, au niveau pratique religieuse, on était exactement comme au 19e siècle. C'est-à-dire à l'époque où, après l'abolition de l'esclavage dans l'outre-mer, vous avez parlé de gouvernement et abandonné, donc il fallait trouver une main-d'œuvre bon marché pour remplacer la main-d'œuvre d'esclaves. Donc on a fait venir à La Réunion ce qu'on appelle les engagés indiens. On a signé des contrats d'engagement et on a fait venir les gens les plus pauvres, les plus défavorisés d'ici. Ils sont venus pour couper la canne à sucre à La Réunion pour qu'il y ait la production du sucre qu'on va ensuite exporter sur Bordeaux et la ville de Lorient, etc. Donc voilà un petit peu l'histoire de la présence indienne donc après 1848, puisque l'abolition de l'esclavage c'est en gros, même si c'est une date officielle, c'est le 22 décembre 1848. Et après, ce que nous on appelle les gros blancs. Les gros blancs, ce sont des anciens pauvres paysans bretons à qui on a donné des terres gratuites ou peu chères dans les colonies. Et donc ils ont créé des champs de canne à sucre. Mais donc maintenant ils sont devenus des gros propriétaires terriens, on les appelle les gros blancs parce qu'ils sont devenus des familles riches. Mais ces familles n'étaient pas contentes qu'on a aboli l'esclavage parce qu'ils n'ont plus de main-d'œuvre. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc ils se sont plaints avec le gouverneur, l'abandonné, mais lui à travers sa fenêtre à Pondichéry, il voit un tas de œuvrés à Pondichéry qui n'ont pas de travail et qui vivent au jour le jour. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a le terme coulis. Coulis veut dire la somme qu'on donne à la fin de la journée quand on fait travailler au jour le jour. Et dans les Antilles, on appelle ces gens-là toujours les coulis. Et ce sont les Indiens qui sont venus pour travailler dans un champ de canne. À La Réunion, on les appelle les Malbars. Et ces Malbars ont gardé les traditions religieuses de cette époque-là. On pratique le sacrifice d'animaux. On va plus prier les divinités populaires, villageoises. Même au niveau de la religion chrétienne, on pratique beaucoup de Saint-Expédite. Saint-Expédite est une divinité qui est très adorée à La Réunion. Et même chose au niveau de l'hindouisme, ce sont des divinités villageoises qu'on pratique. Et donc, on est resté au stade où on est parti, c'est-à-dire en 1848. Alors ici, l'hindouisme s'est développé, s'est évolué, c'est devenu un peu plus spirituel, même plus végétarien, etc. Ben, à La Réunion, l'hindouisme s'est resté figé, tel qu'il était à l'époque, jusqu'à aujourd'hui. Et au niveau de la langue tamoule, ben, on l'a perdu, parce que la langue tamoule n'a pas été du tout enseignée. Donc dès la deuxième génération, troisième génération, ben, les enfants, les enfants, après, on a perdu. Au niveau de la pratique religieuse, ben, la plupart ont été convertis, les esclaves ont été convertis au catholicisme, et après l'Église, bon à l'époque il n'y avait pas encore de séparation entre le pouvoir et l'Église, mais l'Église aussi voulait convertir ses païens au catholicisme. Donc ce qui fait qu'on les a convertis, d'où actuellement il y a même une double pratique religieuse, parce que souvent chez eux à la maison, en cachette, ils pratiquent l'hindouisme, et en public, ils vont à la messe le dimanche. Donc, parce que le curé les interdit de pratiquer
ce qu'ils appellent la religion du diable. L'hindouisme étant la religion du diable, donc il ne fallait pas pratiquer. Mais comme ils avaient peur d'abandonner, ils construisaient des temples dans la cour, dans le jardin, mais sans que le curé s'en aperçoive. Parce que si le curé s'en aperçoit, ils vont être réprimandés, tout ça. Donc ils pratiquaient la religion populaire en cachette. Et c'est comme ça que c'est arrivé cette double tradition à ce niveau-là. Et quand je me suis rendu compte qu'après mes études de médecine, et quand je suis rentré et que je me suis marié, j'ai ouvert mon cabinet médical à Sainte-Clotilde, et je me suis dit, je suis dans le statut. À Métropole, quand je suis en France, on ne me regarde pas en tant que Réunionnais, on me regarde en tant qu'Indien. Et donc ils attendent de moi que je connaisse, comme tout Indien doit connaître, sa langue, sa culture, etc. Mais ils ne savent pas que je viens de la Réunion. Donc quand ils apprennent qu'on n'est pas très fort dans la culture, dans la langue tamoule, on n'est pas fort dans la pratique hindouiste, parce que parfois même il y a des Français de métropole, un peu comme notre professeur qui est là, mais ils connaissent beaucoup plus dans la culture indienne, etc., que nous-mêmes, descendants de ces Indiens-là. La langue était perdue, la religion était perdue, mais il ne reste que le côté physique, extérieur. Et à l'intérieur, donc il fallait qu'on fasse la culture créole, comme on dit, la culture créole, c'est un peu la confluence de la culture européenne, la culture africaine et la culture indienne. Pour qu'on soit riche de tous ces apports, il faut aussi que moi, en tant que d'origine indienne, j'apporte aussi mon bagage culturel. Comment peut-on dialoguer si je ressemble à l'autre? Je ne peux pas dialoguer, je ne peux pas échanger. Donc c'est important pour nous de faire cette espèce de retour aux sources. D'ailleurs on appelle ça retour aux sources. Et donc j'ai commencé enfin, je n'étais pas tout seul, mais on avait mis en place une structure départementale. Parce que finalement dans cette communauté indienne, il n'y a que la partie religieuse, enfin ces pratiques culturelles qui sont restées. Le marche du feu, les sacrifices d'animaux, les processions, c'est ce qui est resté. Mais comme la langue tamoule a été perdue, la spiritualité, on l'a pas. L'explication, pourquoi on casse un coco dans le temple, mais personne ne le sait. Pourquoi on brûle un morceau de camphre dans le temple, nous, les jeunes générations, après 3 générations, on ne le sait pas. Comme explication, quand tout le monde dit, ton papa a fait, toi aussi tu fais pareil. Ton grand-père a fait, donc on transmet comme ça, mais sans connaître la profondeur de chaque gestuelle. Les prières sont faites en langue tamoule ou en sanskrit. Mais on ne sait ni l'une ni l'autre. On sait que le français. Donc comment on peut comprendre les prières si nous-mêmes ne sommes pas capables? Donc nous sommes là, hérités, à prier sans rien comprendre. Donc il fallait absolument faire cette espèce d'appropriation de nos valeurs perdues. Ça a été mal vécu, parce que moi je me suis dit, parce que même dans la société réunionnaise, on présentait la société réunionnaise comme une société modèle, société tolérante, société de métissage, de brassage des cultures. Comment, à partir de cette carcasse, de sortir de là, aller s'approprier de nos valeurs et les ramener dans ce melting pot? Ça a été, j'ai été critiqué. On m'a dit, oui, mais Chatougan, comme ses parents viennent de Pondichéry, il est en train de faire du communautarisme. La laïcité française ne correspond pas au vécu indien. Parce que dans le vécu indien, la culture et le culte sont très très liés. Alors nous, on aime bien, en France, mettre la culture d'un côté et le culte d'un côté. La culture, vous avez choisi la culture française, vous mettez la culture française, ne mélangez pas les deux. Donc, il y a des conditions comme ça qui font que c'est pas évident. Et là, je me suis dit, je vais lancer les grandes manifestations culturelles. J'ai lancé le premier Nouvel An Tamoul à La Réunion. C'était en avril 89. Sans un sou, sans aucun moyen. Et je ne suis pas non plus un spécialiste organisateur d'événementiel. Mais j'ai lancé ce rassemblement de Tamoul. Donc, 4 000 à 5 000 personnes se sont retrouvées à la rue de Paris.
Et là, à ce moment-là, les médias se sont posés la question, mais qu'est-ce qui arrive à cet amour? Jusqu'à maintenant, ils étaient tranquilles dans le coin, parce que ça ne gênait personne, parce qu'ils restent dans le temple en train de faire le sacrifice d'animaux, bien leur procession, on les laisse tranquilles. Mais là, qu'est-ce qu'ils font? Cet amour-là vient occuper l'espace socio-politique, en place dans une rue qui est très connue. Il y a l'évêché qui nous a toujours pris avec beaucoup de méfiance. Donc on a fait des manifestations dans la rue principale. Ça a été le déclic. Et après, je voulais lancer la fête de Dibabali. Et quand je voulais lancer la fête de Dibabali à La Réunion, je me suis retrouvé avec plein d'obstacles. On me dit oui, on ne peut pas lancer des fêtes comme ça à La Réunion parce que nous sommes en France. Je disais, mais oui, mais je n'organise pas une manifestation religieuse, je fais que le côté culturel de cette journée-là. Je n'organise pas de cérémonies religieuses, je ne fais pas du prosélytisme, mais je veux montrer, je veux rassembler la communauté autour des valeurs qui sont des valeurs universelles, mais victoire du bien sur le mal, victoire de la lumière sur l'obscurité, etc. Le département de La Réunion était contre, la mairie de Saint-Denis était contre, je suis parti voir la mairie de Saint-Paul qui n'a pas accepté non plus. Et je me suis dit, ben, je ne vais pas l'organiser ça à ma fac ou à Sillaos quand même. Donc on s'est retrouvé dans une situation embarrassante. Et finalement... Hein? Tu parlais du nom aussi en 81, quand Mitterrand est venu au pouvoir, avant les voilà. Et voilà. Donc c'est comme ça que finalement, M. Virapollet, qui était le député maire de Saint-André, a finalement accepté d'organiser dans sa commune. Et parce que moi, je n'ai rien à voir avec Saint-André, c'est comme ça que je lance Dibabali. Les gens qui étaient contre moi en disant oui, mais c'est une fête indienne, c'est pas une fête réunionnaise, etc. Maintenant, on présente cette fête en disant ben, c'est un des plus beaux événements culturels de La Réunion. Voilà un petit peu quelques actions. J'ai posé aussi un mémorial, une stèle, là où sont arrivés les premiers engagés indiens. Quand ils sont arrivés de Pondichéry, ils ont mis le pied à un endroit qui s'appelle la Grande Chaloupe, à la Possession. Et donc, c'est un endroit qui était abandonné, qui n'a pas été reconnu comme patrimoine, je n'ai pas eu du patrimoine. Donc, j'ai fait un dossier au ministère de la Culture et j'ai posé une stèle. Et cet endroit, maintenant, est reconnu comme patrimoine de La Réunion. Et donc, c'est là qu'ils sont arrivés les premiers Indiens, en mémoire de tous nos ancêtres engagés qui sont arrivés là-bas. Ici, à Pondichéry, là où ils sont quittés, il y a une jetée là sur la mer de Pondichéry. D'ailleurs, maintenant on le voit parce qu'avec la mer qui a jeté, on voit ces petits bâtons, ces poteaux noirs. Mais c'est là que ces Indiens ont été embarqués d'ici. Et je me suis dit qu'il faudrait quand même que je relie cet endroit-là à La Réunion. Et avec une équipe, avec un collectif, nous avons construit une stèle en pleine université de Pondichéry, en regardant à la mer, un mémorial en hommage à tous ces Indiens qui ont quitté notre terre là-bas. Voilà un petit peu quelques activités. Mais ça, c'est l'activité par rapport à La Réunion et l'humorisme, parce que c'est une histoire commune. Mais à La Réunion, on a beaucoup souffert aussi, par exemple, comme disait Yuba. Par exemple, comme moi, j'ai eu mon enfant, mon garçon, j'ai eu en 1989, en octobre 89, il est né. On n'avait pas le droit de donner des prénoms tamouls. Il fallait absolument que je donne des prénoms. Eux, ils disaient français, mais c'est pas des prénoms français. Enfin, ils voulaient que j'appelle mon enfant Jean-Paul, Michel, de ce niveau-là. Et on m'a interdit de donner un prénom indien. Tamoul, c'était en octobre 89. Par contre, si on était musulman, on avait le droit. Parce qu'il y avait une liste de prénoms musulmans à l'état civil. Donc si on était musulman, ils avaient le droit. Mais sinon, la religion hindouiste n'était pas reconnue. Puisqu'on était un peu ambivalent, parce que par rapport à notre histoire, on pratiquait les deux religions. Donc ce qui fait que ces familles-là baptisaient aussi les enfants. Donc on les a dit, maintenant votre enfant est baptisé, donc vous donnez un prénom judéo-chrétien. Donc vous n'avez pas le droit de donner des prénoms indiens. Donc moi qui étais président de l'association Tamil Sangam, qui est à l'origine de toutes ces manifestations, je me suis dit ce serait une honte pour moi si moi-même je donne à mon enfant Michael ou John ou un prénom comme ça, et que je ne veux pas suivre, donc moi je vais donner exemple. Mais finalement il fallait que je pistole quelques élus pour pouvoir mettre un prénom tamoul à mon fils. Mais après, finalement, c'est grâce aux autonomistes, aux régionalistes, disons, bretons, corse, en France, qui ont voulu absolument faire le chèque en breton, dans toutes ces langues régionales.
que finalement Mitterrand a un peu assoupli la loi et a dit on peut utiliser, on peut prendre tous les prénoms possibles, mais finalement indirectement ça nous a aidé, puisque indirectement maintenant il y a une résurgence. Maintenant, j'étais un peu le pionnier pour mes enfants, mais après maintenant, la génération actuelle, elle utilise beaucoup tous les prénoms tamoul, et même les mariages tamoul. Maintenant, ils sont en augmentation, pratiquement tous les week-ends, il y a des mariages tamoul. Alors qu'avant, même on mariait à l'église, maintenant on se marie au temple. Voilà un petit peu quelques exemples comme ça. J'ai pas réfléchi pour faire un article, hein, j'ai pas fait de discours, mais simplement pour partager un petit peu un petit moment de pause entre nous pour discuter de ça. Et c'est vrai qu'on voit que depuis la Réunion, nous voyons l'Inde comme une terre sacrée. Nous avons beaucoup de respect pour notre pays d'origine. Peut-être même trop, parce que nous avons même sacralisé l'Inde. Parce que le fait que c'est une terre, une mer d'origine, dont nos ancêtres ont quitté, on a une vision comme un pays fantastique. Même si quand on arrive ici, la pollution, la saleté, la corruption, tout ça, il y a plein de facteurs désagréables, mais malgré tout, je me rappelle quand je suis venu les premiers avec des Réunionnais, en descendant de l'avion, à l'époque il n'y avait pas de concept de passage là, qui est relié avec la porte, on descendait les marches d'escalier, et quand on descendait ces Réunionnais, ils embrassaient le sol. On embrassait le sol, on était tellement émus d'avoir mis le pied sur une terre que mes ancêtres ont quittée il y a un siècle. Et on était tellement contents de revenir à ce niveau-là, et donc on avait l'âme aux yeux en disant, ben voilà, on était contents de se retrouver ça. Donc on a un peu sacralisé l'Inde, et bien sûr on est très fiers, il suffit de voir ma page Facebook, de voir ma page de mon association, toutes ces, vous savez qu'on est très fiers de la culture dravidienne. D'ailleurs ici même en Inde, vous savez, nous sommes des sudistes, les Tamouls sont des sudistes, et comme partout dans le sud, les sudistes ils ont un peu le sang chaud, et ils aiment bien les couleurs. D'ailleurs quand vous allez à Delhi, et vous allez voir dans le Tamil Nadu, ici c'est très coloré, et Delhi c'est un peu comme l'Europe, c'est un peu de nuance. Ici on ne joue pas sur nuance, ici c'est bleu, jaune, vert, c'est très coloré ici. Et même au niveau et on est ici un peu régionaliste, même un peu plus, parce qu'on ne supporte pas trop la domination de la langue hindi, qui est la langue officielle, parce que c'est la langue majoritaire, même si ce n'est pas la majorité absolue, mais c'est la langue majoritaire. Et les Tamouls, parce qu'oubliez pas que l'Inde, avant on appelait les Indes, et ça n'existait pas, là, ce sont les Anglais qui ont créé l'Inde, la République indienne. Et les Anglais, quelque part, ils ont uni le pays, parce que c'est Maharaja. Ils se chamaillaient entre eux, ils se bagarraient entre eux. Ils faisaient un peu comme les duchés, enfin, en France, en Europe, où on mariait sa fille avec l'autre, on faisait des calculs comme ça pour agrandir son royaume. Mais ici, c'était pareil, les Maharajas. C'est à cause de la division que les Anglais et les Français ont pu entrer et diviser ces contrées pour mieux régner. Et donc, quand on avait uni les Tamouls, peut-être qu'ils sont 60 millions. Mais c'est à 60 millions, sur les 1 milliard 200 millions, ils sont très minoritaires. Donc leur langue à eux n'est pas la langue officielle. Et ce qui fait que notre civilisation dravidienne, dont nous sommes originaires, parce que ça s'appelle la civilisation dravidienne, il y a des défenseurs de la civilisation dravidienne très fortes ici, il y a les partis politiques, tout ça ici, sont des partis politiques régionalistes. C'est pour ça que les partis nationaux, comme de Narendra Modi et même le parti de Mme Gandhi, n'ont pas trop d'emprise dans le pays tamoul, parce que les pays tamoul, au niveau politique, sont divisés entre deux partis, mais les deux, trois partis sont des partis régionalistes qui veulent maintenir la langue tamoul, préserver la langue tamoul, préserver la culture tamoul. Et leur explication, c'est quoi? C'est qu'ils disent la langue tamoul est la langue la plus ancienne au monde, encore parlée de nos jours. Elle est plus ancienne que, bien sûr, le sanskrit, le latin, le chinois même. C'est la langue la plus ancienne au monde, cette langue qu'on parle ici. Et donc, elle ne veut pas que cette civilisation plusieurs fois millénaire disparaisse. Même si je ne suis pas, bien sûr, je ne suis pas historien, mais par exemple, la civilisation de l'Indus,
dont on a parlé hier, qui date de moins de 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais la plupart des scientifiques s'accordent pour dire que c'était à l'origine de la civilisation dramitienne. La civilisation dramitienne, elle n'est même pas née ici dans le sud, elle est née là où se trouve l'actuel Pakistan. Il y a deux grands sites archéologiques célèbres dans le monde entier qui sont Mohenjo-Daro et Harappa. Et à l'époque, moins de 3000 ans, moins de 4000 ans avant Jésus-Christ, ils avaient déjà la ville en damier, un peu comme protégée aujourd'hui les villes françaises, mais ça existait déjà, moins de 3000 ans moins, des noms des rues, et une distribution de l'eau potable à chaque domicile, l'évacuation de l'eau usée de chaque domicile, ça existait déjà, moins de 3000 ans, moins de 4000 ans à l'époque. Et après, l'histoire dit que c'est parce que les Arméniens, quand ils sont arrivés de l'Europe centrale, ils ont refoulé les Dramitiens vers le sud. C'est comme ça que maintenant, on se retrouve dans le sud de l'Inde. Mais à l'époque, on aurait occupé toute l'Inde. Bon, après, il y a des historiens qui ne sont pas d'accord avec ça aussi, donc je ne cherche pas non plus à prendre parti de suite, je vais le donner dans tel sens. Mais ce qui fait qu'il y a un sentiment régionaliste très fort ici. Et donc l'hindouisme en tant que tel, c'est aussi peut-être la religion la plus ancienne au monde, pratiquée encore de nos jours, parce que les anciennes religions ont disparu. Il ne reste plus que cette religion-là qui survit encore. Enfin, voilà. Au niveau scientifique, il va parler les chiffres arabes. Les Arabes, moi je suis convaincu qu'en fait les Arabes c'était des navigateurs qui faisaient le lien entre le monde indien et le monde européen. Et donc ce qui fait que toutes les découvertes scientifiques ici étaient apportées à l'Europe par le biais des navigateurs arabes. Et donc on disait les chiffres arabes. Mais vous prenez quelque chose qui est sûr, par exemple le zéro, imaginez qu'il faut que dans l'abstraction, un est plus facile à trouver, deux est plus facile à trouver. Mais trouver le chiffre 0 qui symbolisait le néant, c'est aussi une invention de Dramitienne, de Tarot. Donc, etc., etc. Et donc, cette fierté-là, on la porte. Et on la porte à travers aussi la diaspora. Pas seulement en Inde, mais aussi au Sri Lanka. Vous êtes au courant de la guerre civile qui a eu lieu au Sri Lanka, entre la minorité tamoule, etc. Il y a aussi donc une forte communauté tamoule dans l'Asie du Sud-Est, en Malaisie, où ils sont plus d'1 million. D'ailleurs, vous savez toute l'histoire de Cambodge, de l'ancienne Thaïlande, Annam, le temple d'Angkor Wat. Vous connaissez le temple d'Angkor Wat de Cambodge? Ce sont des vestiges de la présence de Dramitiens, de Tamouls. Et l'autre fois, même la Réunion. Je vous donne un exemple concret. Peut-être que je suis un peu passionné et que donc je ne suis pas historien, mais regardez, la Réunion, on disait que c'était découverte dans l'histoire officielle par les Portugais. Mascarenas, les îles Mascarenhas. L'histoire retient, ce sont les Portugais qui ont découvert l'île de la Réunion. Après, on disait que l'île était déjà été vue, découverte par les navigateurs arabes. Et l'autre fois, je pars au temple de Tanjore. D'ailleurs, Radha disait que ses ancêtres viennent de la ville de Tanjore, qui se trouve sur la rive du fleuve Kaveri, qui était vraiment un bastion de la culture dramitienne. Et au temple de Tanjore, il y a le temple de Shiva, qui est mondialement connu, parce qu'il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. On disait que quelle que soit la position du soleil, le temple ne donne pas de l'ombre sur le sol. Il faut cet temple absolument avoir. C'est un peu comme la construction de pyramides, ils ont réussi à faire monter les rochers jusqu'au sommet à l'époque. Il y a un petit musée là-bas, et dans ce musée, on raconte les exploits de l'empereur Chola. Raja Chola, c'est des grands empereurs. Et c'est sous le régime que c'était construit toute l'Asie du Sud-Est, les temples d'Angkor Wat et tout. Et finalement, vers le XIe siècle, 10e, 11e siècle, et que donc avant tout cela, vers le 10e, 11e siècle, ces empereurs Chola ont même navigué dans l'océan Indien, dans le sud de l'océan Indien, et il y avait même un article que j'ai lu, maintenant je ne sais pas la valeur scientifique de l'article, mais il disait que l'île de la Réunion a été découverte par l'empereur Chola, issu de cette contrée ici,
et qu'on appelle ça l'île du feu, enfin l'île du feu parce qu'il y a un volcan chez nous. Et voilà ce que l'histoire n'est pas officielle, on entend parler de ça. Voilà un petit peu ma passion, mon appétit, c'est mon plaisir de s'occuper de ça. Et donc c'est une occasion pour moi de partager avec vous. Merci. Bien, merci beaucoup Sylvain de nous avoir quand même fait voyager et un petit peu porter en histoire. J'en suis fier parce que je fais partie de cette population. Et donc vous aurez peut-être des questions à formuler à Sylvain. Merci beaucoup parce que la ligne de vie comme ça nous a permis de faire une ligne d'histoire. Mais quelle est la position en matière d'identité officielle d'un personnage comme toi qui est à la fois français, à la fois dravidien? Qu'est-ce que vous avez comme carte d'identité, etc. Quelle est votre position là-dessus? Et aussi en tant que la France et par rapport à l'Inde. Et aussi en tant que réunionnais. En fait, on est un peu frustré dans le sens que vous prenez par exemple même actuellement le domaine de la coopération entre deux pays. Vous avez d'un côté l'Inde avec comme capitale New Delhi et la France comme capitale Paris. Et il y a une forte coopération, parce que là on entend parler de vente de Rafale, etc. Et souvent les Français ont du mal à s'implanter pour vendre des produits centrales nucléaires, l'avion. Vous prenez par exemple les Anglais. Les Anglais, quand ils viennent, quand le chef d'État vient à New Delhi, les Anglais, ils appellent avec eux quelques députés, quelques sénateurs d'origine indienne qui sont à l'Assemblée, au Parlement britannique, pour essayer de séduire la classe politique de Delhi pour pouvoir faire du business, pour faire du commerce. Et malheureusement, la France n'a pas cette politique-là. Et finalement, la France a des atouts extraordinaires, parce que dans l'océan Indien, entre la France et l'Inde, il y a la Réunion, qui est l'île française de l'océan Indien avec une forte population indienne. Donc, au niveau affectif, au niveau culturel, au niveau historique, la Réunion fait partie de cette trait d'union très fort et peut jouer un rôle moteur dans le domaine de la coopération, même économique, industrielle, etc. C'est la réunion. Voilà, c'est la réunion. Et malheureusement, comment faire passer le message à Paris que nous existons en tant que nous et que nous pouvons jouer un rôle aussi, peut-être pas un rôle, je dirais, technique, mais un rôle sentimental, un rôle historique fort qui peut démontrer aux Indiens de Delhi. Ah bon, il y a des Indiens en France, il y a 200 000 personnes d'origine indienne. Je ne parle pas de la France métropolitaine à Paris, parce qu'il y a quand même une forte communauté indienne aussi à Paris, autour de la gare du Nord, etc. Mais il y a aussi cette forte communauté indienne à la Réunion, à peu près un tiers de la population réunionnaise est d'origine indienne. Et on n'a pas utilisé tous ces potentiels-là. Et malheureusement, nous, on est trop loin éloigné pour faire passer ce message, à moins de faire la politique, hein, mais sinon on n'a pas de... Donc ce qui fait que finalement on se retrouve un peu frustré de ne pas pouvoir jouer un rôle plus important dans ce domaine de coopération entre les pays. Donc ce qui fait qu'on est, d'ailleurs je disais, la question que vous posez, la presse nous pose tout le temps cette question-là à la Réunion, mais on se sent réunionnais, français et fier de l'être, et d'origine indienne. Voilà. Et par rapport à l'Inde, quel est votre statut? En fait, vous avez une double nation. Pondichéry, n'oubliez pas, elle est française, je ne sais pas combien, enfin, vous connaissez mieux que moi, depuis avant Louis XIV, etc. On est français ici, avant même l'Alsace et Lorraine. Donc on a une histoire française de plusieurs générations. Donc ce qui fait que quand les gens s'étonnent que Pondichéry il y a une influence française, ils ne se rendent pas compte qu'on est plus français encore que les Alsaciens et les Lorrains à ce niveau. Et au niveau même mentalité, ici, par rapport dans d'autres pays en Afrique, enfin, sans vouloir dire du mal, ici, il n'y a pas d'agressivité envers la France. Bien au contraire. Classiquement, on disait ici, quand il y a des étrangers qui viennent et qui demandent la direction pour aller quelque part, ben, on l'amène. On ne dit pas, allez là-bas, tournez là-bas, allez à droite, mais non, il faut l'amener. Il y a une hospitalité, enfin, je pense que ça existe encore, même si c'est plus comme il y a 20 ans.
Mais il y a pas d'agressivité, bien au contraire, il y a une forte envie de s'ouvrir, d'accepter l'autre. Donc ça, c'est typiquement nigérien. Il n'y a pas de... on n'avait plus de ça. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, quand on entre dans le bus, les gens venaient s'asseoir, mais ils me posaient des questions sur la culture française. Et ils sont très curieux. Il n'y a pas de... Donc, voilà. Mais après, au niveau statut, comme on dit, donc on est français au départ. D'ailleurs, mon père été fonctionnaire dans l'administration française parce qu'il était français. Il n'était pas nationalité indienne. Et après, ça a été muté dans l'administration des finances en Inde parce qu'il était donc nationalité française. Donc moi, automatiquement, en tant que fils, je suis nationalité française. Mais dernièrement, qu'est-ce que l'Inde a fait par rapport à la diaspora indienne? Parce qu'il y a plus de 20 millions de personnes d'origine indienne qui vivent que par le monde. Il n'y a pas qu'à La Réunion, il y a Maurice, il y a la Malaisie, la Thaïlande, sans compter les États-Unis, parce que la plupart beaucoup de médecins, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens dans l'informatique. 14 des 15 directeurs de la Microsoft. Voilà. Il y a le Google, tout ça, c'est plutôt Pepsi Cola, tout ça sont maintenant tenus par des PDG indiens. Et donc il y a une forte communauté aux États-Unis, sans compter dans le Moyen-Orient. Il y a même plus d'Indiens au Moyen-Orient que les autochtones. Parce qu'ils font tout le travail, depuis le travail, les banquiers, les médecins, les avocats, jusqu'à le balaguer de rue à Dubaï et tout. Mais tous, ce sont tous des Indiens, parce qu'ils ont besoin d'un main-d'œuvre pour marcher, en fait. Et donc, ce qui fait que finalement, on a octroyé un statut de ce qu'ils appellent PIO, Person of Indian Origin. Et ça, ce sont des Indiens qui sont partis ailleurs. Mais après, pour des gens comme nous, qui sont de nationalité du pays d'accueil, c'est-à-dire pour moi française, on a accordé le statut de OCI, Citizen of India. C'est-à-dire que c'est comme un petit passeport, on met notre passeport français. Mais il faut montrer, avoir une preuve que dans ma ascendance, de 4 générations, il y a quelqu'un qui est né en Inde. Ça, c'est pas évident de le prouver parce que les engagés indiens n'avaient pas de passeport. Les Réunionnais ne peuvent pas le prouver, excusez-moi. Voilà. Les Réunionnais ne peuvent pas le prouver parce qu'ils ont détruit toute l'archive. Les Réunionnais ne peuvent pas le prouver parce qu'ils ont détruit l'archive à La Réunion. Alors qu'en Maurice, effectivement... En fait, sans rentrer dans le détail, il n'y a pas besoin de trouver les preuves, mais en tout cas, si on apporte une preuve que dans les 4 générations précédentes, il y a quelqu'un qui est né en Inde, on donne le statut de citizen of India. Donc avec cette carte, d'ailleurs moi je fais cette carte, et voilà, à ce moment-là j'ai fait avoir de ma famille, mais on n'a plus besoin de visa pour venir ici, pour s'installer définitivement, on peut m'acheter des biens, etc. Tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est faire la politique ici. Et deuxièmement, à ne pas acheter des terrains agricoles, parce qu'il ne faut pas spolier l'agriculture. Donc sinon, on peut faire tout ce qu'on veut ici. Ça c'est la carte de citizen of India. Ça coûte dans les 250 €, je ne sais plus combien. Voilà un petit peu mon statut. Juste pour compléter 2 minutes, ce que parce que moi je suis de Maurice, il a vécu donc à l'île de la Réunion. Donc il faut peut-être imaginer un petit peu un petit pays qui les gens ont été forcés de venir, hein, donc de l'esclavage, de la ligne de jeunes, qui sont arrivés sur un petit caillou, venant de tout part du monde, c'est-à-dire de l'Afrique, différentes parties de l'Afrique, différentes cultures de l'Afrique, différentes parties de l'Inde, on vient du nord, du sud, et on ne parle pas d'Indie, etc. On vient, il y a des Européens, tout ça sur une petite île. Alors notre personnalité, si elle voulait répondre à la question, il fallait trouver quelque chose, on a inventé quelque chose. Inventer comment faire, parce qu'il faut aller, quand il y avait le chinois de côté, l'indien de côté, le Canadien du Nord qui ne parle pas leur langue, l'Africain là, imaginez que ces gens-là doivent vivre avec la difficulté d'être enchaînés de l'autre côté avec les esclaves, et de l'autre côté, il y a c'est terrible. Avec le système que ça. Donc comment faire pour pouvoir vivre de tout ça? C'est là peut-être effectivement la philosophie indienne et chinoise, etc., donc orientale, peut-être a aidé un petit peu à pouvoir, donc ils ont trouvé une langue, ils ont trouvé le créole pour chez nous, on a commencé, puis peut-être a eu la chance entre guillemets, des projets à l'île Maurice, on a eu la dépendance culturelle.
Alors qu'en France, il y a eu une intégration culturelle. Ça, c'est peut-être une chose. Et puis, à partir de là, on a tout créé. Donc, en même temps, le carcasse indien, et en même temps, l'âme européenne. Je sais que pour les humoristes, nous, quand on est à l'école, pour parler de Shakespeare, on peut parler de Mallarmé, ça pose pas de problème pour nous. On peut chanter l'Elvis Presley, on peut chanter la chanson d'amour. On peut parler l'anglais, on peut parler français, on peut parler hindoustanais. Aujourd'hui, c'est qu'une chose extraordinaire pour nous. On se rend compte que là, effectivement, où on va, on s'intègre, on peut rentrer avec notre philosophie, effectivement, cette philosophie de tolérance, etc. Et plus on a eu cette chance, effectivement, ça de reprendre un petit peu. Parce que moi, je dis aussi, on a la chaîne un petit peu la culture, mais maintenant, on prend conscience de ça. Et je pense que ça nous redonne une personnalité. Quand je me demande qu'est-ce qu'on devient, effectivement, débarrassé de cette histoire, on n'a pas revu cette histoire, mais on a progressé énormément. Aujourd'hui, on est content. Sauf qu'il faut continuer à lire le Talmud parce que j'ai appris à les lettres, mais je ne comprends rien. Juste pour dire que, ici déjà la culture indienne, en fait, on peut le comparer comme un gâteau millefeuille. Donc il y a des strates, comme ça, à chaque invasion, à chaque influence. Donc on s'adapte déjà ici localement à cette millefeuille-là. Mais à La Réunion, c'est aussi millefeuille, mais millefeuille mondiale. C'est-à-dire il y a la culture indienne, la culture d'origine africaine, la culture d'origine chinoise, la culture d'origine gujarati, etc. Ce qui fait que finalement, les samoussas que nous mangeons nous à La Réunion, mais ils sont plus jolis, ils sont meilleurs que les samoussas de l'Inde. Pourtant, c'est originaire de l'Inde. Et les samoussas sont bien calibrés. Il y a des samoussas aux crevettes, quand je vois ici les samoussas, pays d'originaire, mais c'est horrible. C'est pas du tout. Donc on a même amélioré. La cuisine chinoise, on s'est dit, tiens, on va faire un chop-suey. Et c'est nous, les Indiens, qui le faisons. Et d'ailleurs, la cuisine réunionnaise, c'est la cuisine tamoule, qui est la base, puisqu'on appelle ça le masalé. Le masalé, le mot curry, c'est un mot indien. Donc à La Réunion, on fait le curry poulet, curry crevette, curry camarón, curry pichi, etc. Donc les épices, tout ça, donc on était sur les épices. Donc le masalé de La Réunion, en fait, c'est le masalé de l'Inde, moins quelques épices qu'on n'a pas réussi à trouver à La Réunion. Voilà. Merci pour votre exposé, c'est passionnant. Merci pour votre exposé, c'est passionnant. Simplement, je m'interrogeais justement dans le cadre de cette culture de la tolérance, de la prise en compte de toutes les cultures. Vous n'avez pas parlé de la culture malgache à La Réunion. Or, pourtant, quand on regarde la carte de La Réunion, on a quand même un certain nombre de noms, moi je suis d'origine malgache, qui évoquent l'apport malgache dans la culture de La Réunion. La culture malgache, elle est encore plus ancrée à La Réunion que même la culture malgache. Puisqu'il y a même au milieu, il y a les cirques de Mafat, cirques de Salati, cirques de Silaos. Mais Silaos, c'est un nom malgache. Et Rapanon, c'est un nom malgache. Il y a beaucoup d'endroits, les noms sont d'influence malgache. Non, posez la question sur la culture indienne, c'est pour ça que je parle de la culture indienne. Mais effectivement, moi j'ai des amis malgaches, des médecins malgaches, donc on est très entrés. Mais en fait, au niveau malgache, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux aspects. Au niveau malgache, il y a deux aspects. Il y a les premiers immigrants malgaches, les premiers arrivants. Eux, ils ont complètement roulé le système réunionnais, créole. Et donc, et là, il y a les arrivants récents, qui sont arrivés dans les années 80, 90, comme ça. Ils font une communauté malgache qui parle la langue malgache, qui pratiquent la religion protestante, tout ça. Ils ont une église où il n'y a que des gens de Madagascar. Donc, il y a une communauté malgache récente. Mais avant eux, lors du peuplement même de l'île, il y avait une forte présence malgache et qui a vraiment fondé la culture réunionnaise. Donc ça, mais seulement, tellement ça s'est fondu
moulés dans la culture lyonnaise, que les nouveaux arrivants ne se mélangent pas, ils se restent donc malgaches parce qu'ils ont une langue commune, ils ont des choses plus récentes. Ils ne parlent pas le créole. Ils ne parlent pas le créole, il parle aussi, ça fallait faire. Voilà, merci beaucoup.